Quoi retenir du premier débat régional et quoi comprendre des peines consécutives que veut ramener au goût du jour le Parti conservateur? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin à Val-d'Or puisqu'environ une centaine de personnes se sont déplacées mardi soir au débat de 3 des 4 candidats brigants de la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eyou et Félix Blaquière était sur place. Madame Goulmasti, vous avez un chef qui ne connaît pas le Québec, ni l'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eyou. Que pensez-vous de Marc Carney, qui n'aura aucun intérêt des valeurs de notre région et de notre environnement? La bloquiste Sylvie Bérubé et la libérale Mandy Goldmasty se sont envoyés quelques flèches durant le débat des candidats dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eyou. Madame Bérubé attaquait surtout Madame Goldmasty sur son chef, Mark Carney, et le Parti libéral. Mandy Goldmasty, de son côté, a reproché à Madame Bérubé de ne pas avoir été suffisamment présente sur l'ensemble du territoire lorsqu'elle était députée. Bien, tu sais, c'est un bilan mince pour Mme Bérubé, je m'excuse, mais c'est ça que j'ai vu quand j'ai fait mes recherches. À part de ses gros travails, j'ai encore de la misère de comprendre c'est quoi les dossiers qu'elle a menés dans la région. Si tu te déplaces dans le vol Nolisé pour 2 heures pour rencontrer le monde, est-ce que c'est vraiment une visite, je me demande? Parce que le Parti libéral cache des choses. Les paradis fiscaux, il n'y en a pas question. Je pense qu'en tant que chef du Parti libéral et futur peut-être premier ministre du Canada, bien, moi, je commence à avoir un réel doute, puis le parti aussi. C'est pour cette raison-là que j'ai posé cette question. Les deux opposantes se sont adressées exclusivement l'une à l'autre pendant ces face-à-face, laissant Steve Corriveau du Parti conservateur un peu de côté lors de ces périodes. M. Corriveau n'y a toutefois pas vu d'inconvénient. Mais en même temps, je suis 3e dans les sondages, donc je n'étais pas vraiment une cible pour ceux qui sont en haut. Mais il faut toujours se méfier de ceux qui partent plus lentement dans la course, parce que des fois, à trop vouloir prendre une victoire pour acquise, on se fait surprendre. Le débat a aussi donné lieu à des échanges sur le logement, sur l'environnement et sur la réponse des partis face aux tarifs de l'administration de Donald Trump aux États-Unis. Un enregistrement de la soirée est disponible sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Parlons justice. Le Parti conservateur du Canada a évoqué plus tôt cette semaine vouloir utiliser la clause dérogatoire pour imposer des peines consécutives s'il est élu. Au-delà de l'aspect constitutionnel de la question, que faut-il comprendre sur le principe de peine consécutive au Canada? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Maître Pascal Jolicoeur, avocat criminaliste chez Clich Avocat. Pascal, bonjour. Bonjour. Donc, Pascal, les peines consécutives ont été mises en place en 2011 par le Parti conservateur de Stephen Harper, les peines consécutives pour les crimes graves, mais ça a été invalidé en 2022 par la Cour suprême. Concrètement, c'est quoi les impacts de l'invalidation des peines consécutives pour les crimes graves au Canada? Bien, pour les crimes graves au Canada, depuis 2022, maintenant, les tribunaux n'ont plus le pouvoir d'imposer des peines consécutives. Donc, une personne qui va commettre un meurtre, 2 meurtres ou 3 meurtres va se voir imposer une peine où il va avoir une sentence à vie, là, évidemment, mais va pouvoir être éligible aux libérations conditionnelles après une période de 25 ans. C'est ça, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais que si on est condamné à vie ici au Canada, on a une peine de 25 ans et après 25 ans, on peut faire une demande pour une libération conditionnelle, c'est ça? C'est exact. Bien, on a une peine à vie, une sentence à vie, mais on peut, après 25 ans, c'est ça, faire une demande pour obtenir une libération conditionnelle. Donc, c'est pas automatique qu'on a notre libération conditionnelle après une période de 25 ans. Et il y a les peines consécutives pour les crimes graves, comme je viens de le dire, mais il y a aussi des peines consécutives pour d'autres types de crimes. Il faut que je comprenne aussi? Oui, parce que le principe de peine consécutive, il y a deux principes. Il y a la peine concurrente, les peines concurrentes qui sont purgées ensemble entre elles, et il y a les peines consécutives. Donc, le Code criminel prévoit, dans certains cas, que certaines infractions, entre autres en matière sexuelle sur les enfants, que le tribunal doit imposer, dans certains cas, des peines consécutives, même si c'est dans la même trame d'événements. Les peines doivent être consécutives. Et il y a dans d'autres cas également, on peut penser la personne qui commet une infraction où il y a des victimes multiples ou à des lieux différents va se voir imposer à ce moment-là des peines consécutives également. Ouais. Donc, c'est ça. Les peines concurrentes sont purgées en même temps et les peines consécutives sont purgées l'une à la suite de l'autre. C'est exact, oui. Et comme je disais justement, c'est une loi qui a été mise en place en 2011 par le gouvernement Harper, mais qui a été invalidée ensuite par la Cour suprême en 2022, puisque selon la Cour suprême, selon la Charte en fait, les peines consécutives pour les crimes graves étaient jugées comme étant
contre la Charte des droits et libertés canadiennes. Qu'est-ce qui pose problème dans ce type de condamnation-là pour des crimes graves? Bien, c'est que la Cour suprême est venue à la conclusion que d'imposer des peines consécutives, donc on peut penser aux États-Unis, là, des peines de 140, 200 ans qui sont imposées, c'est contraire à l'intérêt de la Charte parce que ça ne va pas permettre à l'accusé, ou ça donne aucune chance à l'accusé de pouvoir de bénéficier d'une réinsertion sociale éventuellement. Donc, la personne va toujours rester détenue, ne va jamais être capable de se réhabiliter et va jamais être capable de se réinsérer au niveau de la société. Ça, parce que notre système de justice, puis ça, il faut le comprendre, j'imagine, mais qu'il est fait en sorte pour que les gens puissent retourner un jour dans la société. Là. C'est exact, oui. Et par contre, je vais me jouer un peu peut-être l'avocat du diable sur cette question-là, mais est-ce que le système actuellement, de la façon qu'il est fait, justement, il ne favorise pas le condamné au détriment de la victime, en fait, là? Bien, écoutez, c'est sûr que des fois, objectivement, de regarder un tueur en série qui va se voir seulement là, imposer une sentence à vie avec une libération conditionnelle possible après 25 ans, ça peut sembler pas beaucoup pour tout le tort qu'il a causé. Mais il faut comprendre que lorsque la personne est éligible à ces libérations conditionnelles, c'est les commissaires aux libérations conditionnelles qui vont déterminer si la personne peut être libérée. Puis la libération, c'est pas... Tu n'as pas de conditions, tu t'en vas, puis c'est fini. Tu es libéré conditionnellement. Donc, il y a différentes conditions qui peuvent être imposées à différents individus. Puis, les commissaires vont prendre de toutes sortes d'informations. Pour avoir vu des dossiers carcérales, je vous dirais, il y a beaucoup d'informations, tant les travaux que les personnes font, les programmes qui sont suivis. On comprend également que les commissaires vont entendre les membres de la famille, vont entendre les membres de la famille des victimes. Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites. Et donc, le jour où une personne va bénéficier de libération conditionnelle, c'est qu'il y a un travail important, puis que le commissaire qui va venir à la conclusion que cette personne-là peut bénéficier de libération conditionnelle, c'est qu'il y a un travail satisfaisant qui a été fait. Là. Puis, ouais. Autrement dit, il faut faire confiance à la justice dans ce type de cas-là. C'est exact, oui. Pascal Gilcan, je rappelle que tu es avocat criminaliste chez Krilich Avocats. Merci beaucoup de ton passage. Merci. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. Et au culturel, les 3 finalistes du concours du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue ont été sélectionnés pour l'édition 2025. La demi-finale du concours du FAT avait lieu lundi au bar Jockey à Montréal. Donc voici les 3 humoristes émergents que vous pourrez voir sur le site de la Cité de l'Art le 4 juillet prochain pour la grande finale. Thomas Bédard, Yasmina Léveillé et Véronique Isabelle Filion. Ils essaieront de conquérir le public pour remporter le concours. Et au sport, la domination des Huskies se poursuit à Halifax avec un score final de 4-1. La Meurthe n'a fait que de boucher des Moussets dans le match numéro 3 de la série. Bien que plus serré que les 2 précédents affrontements, les gros canons des Huskies ont fait leur œuvre. Bill Zonon et Antonin Véro ont tous 2 cumulé 2 points dans la victoire, récoltant ainsi la première et la deuxième étoile de leur rencontre. Les hommes de Steve Hartley auront l'occasion de compléter le balayage de la série ce soir, toujours du côté de Halifax. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la faible neige un peu partout dans la région. Les minimums oscilleront entre moins 12 degrés Celsius et moins 13 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil pour tous les secteurs avec des maximums entre 6 et 7 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, c'est de la pluie partout en Abitibi-Témiscamingue avec des maximums entre 6 et 7 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.